Jamais je n'aurais imaginé que le testament de grand-père Antoine changerait ma vie pour toujours. Le jour où j'ai reçu cet appel de maître Lefebvre, le notaire, je terminais mon service à l'hôpital de Lyon, où je travaillais comme infirmière. « Mademoiselle Camille, j'ai besoin que vous veniez à mon étude dès que possible. C'est au sujet du testament de votre grand-père. » Sa voix était formelle, mais aimable. Je n'avais pas pleuré depuis les funérailles, 3 semaines auparavant. Mais à ce moment-là, j'ai senti les larmes menacées de couler à nouveau. Grand-père Antoine avait été mon refuge depuis le divorce de mes parents quand j'avais 8 ans. Pendant que ma mère enchaînait les gardes pour nous faire vivre, je passais mes étés dans son mas en Provence, au milieu des oliviers centenaires et de l'odeur du thym sauvage. Il m'avait appris à reconnaître les bonnes olives, à faire du pain maison et à identifier les constellations dans le ciel nocturne, pur de toute pollution lumineuse. Le lendemain, je me suis présentée à l'étude notariale, l'estomac noué. Le bâtiment ancien, avec ses escaliers de marbre usés par le temps, semblait étranger à la vie moderne qui bouillonnait dans les rues de Lyon. Maître Lefebvre m'a reçu avec un dossier brun entre les mains et une expression indéchiffrable. « Votre grand-père a laissé des instructions très claires, mademoiselle Camille. Le mas des amandiers, avec toutes ses terres, la maison et les oliviers, est à vous désormais. » Je clignais des yeux, incapable de comprendre ses paroles. « À moi ? Mais je pensais qu'il reviendrait à mon oncle Michel. C'est lui qui a toujours travaillé ses terres avec grand-père. » Le notaire secoua la tête en me tendant des papiers. « Antoine a été très précis. Il a dit que vous étiez la seule à comprendre la véritable valeur du mas des amandiers. Que votre oncle ne voyait que des euros là où il y a de l'histoire et un cœur. » Je suis sortie de là abasourdie, laissant titre de propriété dans mon sac et 1000 pensées contradictoires. Mon oncle Michel n'allait pas bien prendre la nouvelle. Ni lui, ni son fils Alexandre, mon ex-petit ami, avec qui j'avais rompu 2 ans plus tôt après avoir découvert qu'il me trompait avec une camarade d'université. J'ai conduit jusqu'en Provence ce week-end même. Le voyage de 4 heures. Depuis Lyon jusqu'au village de Val-des-Vignes m'a donné le temps de réfléchir. Que ferais-je d'un mât ? Ma vie était en ville. J'avais un travail stable, des amis, un petit appartement que je venais de finir de décorer. Mais à mesure que j'approchais et que le paysage changeait, les souvenirs ont commencé à m'envahir. L'odeur de la terre sèche, les montagnes en arrière-plan, les champs d'oliviers s'étendant à perte de vue. En arrivant au chemin de terre qui menait au mât, j'ai eu l'impression d'entrer dans une photographie de mon enfance. La maison blanche à 2 étages, avec ses tuiles rougeâtres et ses volets verts, était exactement la même. Les amandiers qui donnaient son nom à la propriété flanquaient à l'entrée. Maintenant sans fleurs mais avec de petits fruits verts, pointant entre les feuilles. Je me suis garée devant la maison et je suis restée assise un moment, me rappelant comment grand-père sortait toujours pour m'accueillir, s'essuyant les mains sur son tablier après avoir cuisiné un ragoût qui sentait divinement bon. Maintenant, seul le silence et le chant des cigales m'accueillaient. La clé a tourné avec difficulté dans la serrure rouillée. L'intérieur était tel que je m'en souvenais. Les meubles en bois sombre, les photographies en noir et blanc. Sur les murs, la grande table de la cuisine où nous avions partagé tant de repas. Tout était couvert d'une fine couche de poussière, mais intact, comme si le temps s'était arrêté. J'ai passé l'après-midi à parcourir chaque pièce, à ouvrir les fenêtres pour faire entrer l'air frais, à toucher les objets qui avaient fait partie de la vie de grand-père, ses livres d'agriculture, sa collection de boîtes d'allumettes de différents endroits, sa vieille radio qui fonctionnait encore. Sur sa table de chevet, j'ai trouvé une photo de moi petite, montant la dia, vieille ânesse luciole, qui nous avait quittés des années auparavant. Je souriais avec mes 2 dents de devant en moins. J'ai décidé de passer la nuit là. J'ai nettoyé un peu, changé les draps de la chambre principale et me suis fait une omelette avec des œufs que j'avais achetés au village. En dînant, sur la terrasse, en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, j'ai pensé que je pourrais peut-être passer mes vacances d'ici, ou même louer le mas comme gîte rural. Je ne voulais pas le vendre, ça, c'était clair. Le lendemain, alors que je prenais mon petit déjeuner avec du café et une tranche de pain achetée à la boulangerie du village, j'ai entendu le bruit d'une voiture approcher. Mon estomac s'est noué en reconnaissant la camionnette bleue de mon oncle Michel.
Il n'était pas seul. À ses côtés, sur le siège, passager, j'ai distingué le profil d'Alexandre. J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparée à l'affrontement que je savais inévitable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir aussi Lucie, la mère d'Alexandre, descendre de l'arrière du véhicule. Tous les trois s'avancèrent vers la maison avec des expressions oscillant entre la fausse cordialité et le dégoût mal dissimulé. « Camille, quelle surprise de te trouver ici !» dit mon oncle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous pensions que tu serais à Lyon. »« J'ai hérité du mas, tonton. C'est normal que je vienne le voir, non ?» Lucie fit un pas en avant, avec cet air de supériorité qu'elle avait toujours eu. « Ma chérie, c'est justement de ça que nous voulions te parler. Il y a eu un malentendu avec le testament de grand-père. »« Il n'y a aucun malentendu, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Le notaire a été très clair. Alexandre, qui était resté silencieux jusqu'alors, intervint avec le ton mielleux que je connaissais si bien. « Ma belle, sois raisonnable. Tu vis en ville, tu as ton travail, ta vie là-bas. Que vas-tu faire d'un mas ? Nous pouvons nous en occuper, le garder dans la famille. »« Il est déjà dans la famille, » répondis-je, avec moi. Les trois échangèrent des regards, comme s'ils suivaient un script répété. Mon oncle Michel sortit alors une enveloppe de la poche de sa veste. « Nous avons une offre pour toi. Un prix juste pour la propriété. Tu pourras utiliser cet argent ? À Lyon, t'acheter un meilleur appartement, peut-être une voiture neuve. » Je pris l'enveloppe sans l'ouvrir et la lui rendis. « Il n'est pas à vendre, tonton. Grand-père me l'a laissé parce qu'il savait que je l'aimais, pas pour sa valeur en euros. » C'est alors que les masques commencèrent à tomber. L'expression de mon oncle Michel changea instantanément. Le faux sourire disparut, laissant place à une grimace de mépris que je ne lui avais jamais vu m'adresser. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » grogna-t-il, froissant l'enveloppe dans son poing. « Ce mât est dans la famille depuis des générations. Mon père et moi l'avons travaillé ensemble pendant 40 ans pendant que tu jouais l'été et que tu repartais ensuite à ta vie confortable en ville. » Lucie, toujours calculatrice, posa sa main sur le bras de Michel comme pour le calmer, mais ses yeux trahissaient à la même fureur. « Camille, réfléchis bien. Que vas-tu faire de 200 oliviers ? Sais-tu seulement comment fonctionne la récolte ? Ou quand il faut tailler ? Cet endroit tombera en ruine entre tes mains. » Je sentis la chaleur me monter aux joues. Il était vrai que je ne savais pas gérer une exploitation oléicole, mais je pouvais apprendre. Ou engager quelqu'un qui savait. Ce que je n'allais pas faire, c'était céder à leur pression. « Si le domaine vous préoccupe tant, nous pourrions trouver un accord pour que vous continuiez à le travailler, » proposai-je, essayant d'être raisonnable. « Nous pourrions partager les bénéfices de l'huile. » Alexandre éclata d'un rire cruel qui me ramena à cette nuit où je l'avais trouvé avec Pilar dans notre appartement, quand il s'était aussi moqué de mes larmes. « Des bénéfices ? Tu crois que ça rapporte des bénéfices ? Le domaine couvre à peine les frais, ma belle. Ce qui a de la valeur, c'est le terrain à construire. Des promoteurs sont intéressés pour faire des appartements touristiques ici. » Tout s'emboîta alors. Il ne voulait ni pas le mât par tradition familiale ni pour les oliviers. Il voulait vendre la terre à des constructeurs. Détruire ce que grand-père et ses ancêtres avaient créé pendant des générations. « Hors de ma propriété », dis-je avec un calme que je ne ressentais pas. « Maintenant. » Mon oncle fit un pas vers moi, envahissant mon espace personnel. Son haleine sentait le tabac et le pastis qu'il buvait souvent dès le petit déjeuner. « Ne sois pas stupide, gamine. Tu as 2 options. Accepter notre offre ou le regretter. »« Tu me menaces ?» demandai-je, reculant jusqu'à sentir le mur contre mon dos. « Prends-le comme tu veux, » répondit-il. « Mais souviens-toi que tu es loin de Lyon, au milieu de nulle part. Les choses se perdent ici à la campagne. Les maisons brûlent. Les gens ont des accidents. » Lucie tira sur la manche de son mari. « Michel, pas besoin d'en arriver là. Camille est intelligente. Elle comprendra ce qui est dans son intérêt. » Alexandre intervint, s'approchant avec ce geste qui me faisait fondre autrefois et qui me donnait la nausée maintenant. « Allez, Camille,
Pour le bon vieux temps, on ne peut pas en parler comme des adultes. Il n'y a plus rien entre nous, Alexandre. Ni confiance, ni respect, et encore moins d'amour. Et cette conversation est terminée. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris en grand, leur indiquant de partir. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient refuser, mais finalement, Lucie fit un geste aux deux autres, et ils sortirent, non sans me lancer des regards qui promettaient que ce n'était pas fini. Je vis la camionnette s'éloigner, et, quand elle disparut au loin, je m'effondrai sur une chaise. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais vu mon oncle comme ça, avec ce regard menaçant, comme s'il était capable de tout. Pourrait-il vraiment me faire du mal? Je ne voulais pas le croire, mais quelque chose en moi me disait de ne pas sous-estimer son ambition. Je passai le reste de la journée avec l'inquiétude installée dans ma poitrine. Je vérifiais les serrures des portes et des fenêtres. Le ciel, mais était ancien et n'avait pas de grandes mesures de sécurité. Je décidai que, si je restais là, je devrais les renforcer. Je pensais aussi à installer un système d'alarme, bien que dans cet endroit isolé, à 5 kilomètres du village le plus proche, une alarme ne servirait pas à grand-chose. À la tombée de la nuit, le sentiment de vulnérabilité augmenta. Le silence de la campagne, que j'avais toujours trouvé réconfortant, amplifiait maintenant chaque craquement de la vieille maison. Je plaçai une chaise contre la poignée de la porte de ma chambre et laissai la lampe de chevet allumée. J'eus du mal à trouver le sommeil. Et quand j'y parvins enfin, j'eus des cauchemars où je courais parmi les oliviers, poursuivi par des ombres. Je fus réveillé par le chant d'un coq au loin. La lumière de l'aube filtrait par les fentes, des volets. Je me levai, me rafraîchis le visage dans le vieux lavabo en porcelaine et descendis à la cuisine. J'avais besoin d'un café fort pour penser clairement. Pendant que j'attendais que le café monte dans la cafetière italienne, je réfléchis à mes options. Je pourrais retourner à Lyon et oublier le mas, mais ce serait leur donner raison, permettre à leur intimidation de fonctionner. Je pourrais rester et les affronter, mais jusqu'où iraient-ils pour obtenir ce qu'ils voulaient? Je pourrais aussi vendre la propriété à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui respecterait la tradition du lieu, mais ce serait trahir la confiance que grand-père Antoine avait placée en moi. J'étais plongée dans ces pensées quand j'entendis un bruit dehors. Je regardai prudemment par la fenêtre et vis un 4x4 que je ne connaissais pas garé à côté de ma voiture. Un homme âgé, à la peau tannée par le soleil et coiffé d'une casquette, déposait une caisse sur la terrasse. Je reconnus Mathieu, le voisin dont la propriété jouxtait la nôtre à l'ouest. J'ouvris la porte et le saluai. Mathieu sursauta, comme s'il ne s'attendait à trouver personne. « Bonjour Camille. Je ne savais pas que tu étais là. Je t'ai apporté des tomates et des poivrons de mon potager. J'en donnais toujours à ton grand-père. » Je l'invitai à entrer et lui offris un café. Assis dans la cuisine, avec la lumière du matin illuminant les grains de poussière flottant dans l'air, Mathieu me raconta qu'il avait vu la camionnette de mon oncle la veille. « Méfie-toi de Michel, » m'avertit-il. « Ton grand-père et lui se sont violemment disputés l'année dernière. Michel voulait vendre à des promoteurs de Marseille, mais Antoine a refusé catégoriquement. Il disait qu'il préférait mourir plutôt que de voir des appartements là où ses oliviers ont grandi. Cela confirmait mes soupçons. Tu penses que mon oncle serait capable de me faire du mal pour avoir le domaine ? » Mathieu but une gorgée de son café avant de répondre. Michel a toujours eu mauvais caractère. Mais de là à faire du mal, je ne sais pas. Ce que je te dis, c'est de ne pas leur faire confiance, surtout à Lucie. Cette femme est plus dangereuse qu'une vipère sous les pierres. Il me donna son numéro de téléphone et me dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi. Que ce soit. Il proposa même de venir dormir au mât si je ne me sentais pas en sécurité, mais je déclinai son offre. Je devais affronter ça par moi-même. Je passai la journée à parcourir le domaine, à renouer avec chaque recoin. Le puits où grand-père m'avait appris à tirer de l'eau avec le seau attaché à une corde, le hangar où il rangeait ses outils, alignés avec une précision militaire, le petit potager maintenant à l'abandon où il cultivait des tomates, des poivrons et des aubergines pour sa consommation personnelle. Au crépuscule, assise sous la treille de la cour arrière, je pris une décision. Je n'allais pas abandonner. Cet endroit était mon héritage,
non seulement en termes légaux, mais aussi émotionnels. Ici, j'avais appris à être forte, à apprécier les choses simples, à me connecter à mes racines. Si mon oncle et sa famille voulaient la guerre, ils l'auraient. J'entrais dans la maison et cherchais parmi les affaires de grand-père. Dans son bureau, une petite pièce encombrée de papier. Je trouvais des factures, des documents de la coopérative oléicole et un cahier où il tenait la comptabilité du domaine de son écriture soignée et minuscule. Je trouvais aussi un vieux fusil de chasse, rangé dans une armoire fermée à clé. Grand-père m'avait appris à l'utiliser des années auparavant, pour effrayer les sangliers qui descendaient, parfois de la montagne et détruisèrent les cultures. Je vérifiais qu'il était déchargé et le nettoyais avec soin. Non pas que je pensais l'utiliser, mais l'avoir à proximité me donnait une certaine tranquillité d'esprit. Cette nuit-là, je dormis un peu mieux, même si je restais à l'affût du moindre bruit. Le lendemain matin, je décidai d'aller au village acheter quelques provisions. À l'épicerie, Madame Dubois, qui me connaissait depuis l'enfance, me mit au courant des derniers potins locaux, tout en me préparant une commande de nourriture pour plusieurs jours. « Alors, tu vas rester au mas ?» demanda-t-elle, en coupant un morceau de fromage de chèvre. « Ton grand-père serait content. Il disait toujours que tu étais la seule à comprendre cet endroit. » J'étais en train de payer quand... La clochette de la porte sonna. Lucie entra dans le magasin et, en me voyant, s'arrêta net. Sa surprise initiale laissa place à un sourire forcé. « Camille, quelle coïncidence. Je pensais que tu serais déjà retournée à Lyon. »« Je vais rester un certain temps, » répondis-je, en prenant mes sacs. « J'ai beaucoup à faire au mas. » Lucie s'approcha, baissant la voix pour que l'épicière ne l'entende pas. « Tu as reconsidéré notre offre ?»« Il n'y a rien à reconsidérer. Le mas n'est pas à vendre. » Son sourire se crispa encore plus. C'est dommage, vraiment dommage. Il y avait quelque chose dans son ton qui me donna la chair de poule. Fais attention, Camille. La campagne peut être dangereuse pour une fille de la ville. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette même nuit, je découvris ce que Lucie avait insinué avec son avertissement. Je me préparais une soupe à l'ail pour le dîner, quand j'entendis un bruit à l'arrière du mas. Au début, je pensais que c'était peut-être un animal, mais ensuite, je distinguais des voix humaines, des chuchotements qui essayaient de passer inaperçus. Je m'approchai lentement de la fenêtre de la cuisine. La pleine lune éclairait suffisamment la cour arrière pour distinguer deux silhouettes se déplaçant dans l'ombre. Alexandre et un autre homme que je ne reconnus pas immédiatement. Ils portaient quelque chose dans leurs mains. Je plissai les yeux pour mieux voir et compris alors avec horreur, c'étaient des bidons d'essence. Mon cœur fit un bond. Ils allaient incendier le mas. Un accident, dirait-il plus tard. Une lampe à huile renversée, un court-circuit dans la vieille installation électrique. N'importe quelle excuse ferait l'affaire dans un endroit aussi isolé, où les secours mettraient au moins une demi-heure à arriver. Mon premier réflexe fut d'appeler la gendarmerie, mais en sortant mon portable de ma poche, je découvris que je n'avais pas de réseau. Normalement, je pouvais capter un faible signal près de la fenêtre du salon, mais maintenant, il n'y avait rien. Avait-il utilisé un brouilleur de signal ? Je courus au bureau de grand-père et attrapai le fusil. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais les cartouches qu'il gardait dans une boîte métallique. Je les trouvais, mais elles étaient sous clé, et je ne savais pas où grand-père avait laissé la petite clé qui ouvrait cette boîte. Je retournai à la cuisine juste à temps pour les voir asperger d'essence la porte arrière et les volets, en bois. L'odeur âcre parvint jusqu'à moi à travers les fentes. À tout moment, il mettrait le feu et le mas brûlerait comme une torche, avec ses poutres en bois centenaires et ses meubles anciens. Je n'avais pas le temps de chercher plus. Je pris le téléphone fixe qui était dans le couloir, mais en le portant à mon oreille, je découvris que la ligne était morte, coupée. Probablement. J'étais piégée. Alors je me souvins du vieux Land Rover de grand-père qu'il gardait dans le hangar. Si je pouvais l'atteindre, je pourrais m'échapper, demander de l'aide au village. Je devais essayer. J'attrapai les clés du véhicule, qui pendaient à un crochet dans la cuisine, et sortis furtivement par la porte principale, la plus éloignée de là où il se trouvait.
La nuit était complètement silencieuse, à l'exception du ululement d'une chouette au loin. Je me déplaçais collé au mur de la maison, avançant vers le hangar qui se trouvait à une 50aine de mètres. J'avais parcouru la moitié du chemin quand une voix dans mon dos me glaça le sang. « Où crois-tu aller, ma petite Camille ?» Je me retournai et vis mon oncle Michel sortir d'entre les oliviers. Je ne l'avais pas vu avant. Il devait surveiller pendant que les autres préparaient l'incendie. Dans sa main brillait quelque chose de métallique, un couteau. « Tonton, s'il te plaît, suppliai-je. Ne fais pas ça. C'est pour le bien de tous, répondit-il d'une voix que je ne reconnus pas, froide et distante. Tu sais que je ne peux pas te laisser partir maintenant. Tu en as trop vu. Je fis un pas en arrière, cherchant une issue, mais à ce moment-là, je sentis un coup sur la tête. Tout devint noir. Quand je repris conscience, j'étais sur le sol du salon. J'avais les mains liées dans le dos et les chevilles immobilisées avec du ruban adhésif. Ma tête me lançait de douleur et je sentais quelque chose d'humide dans mes cheveux. Du sang. J'essayais de crier, mais je découvris qu'on m'avait aussi bâillonné, avec un chiffon. Alexandre, mon oncle et le troisième homme, que je reconnus maintenant comme étant Pascal, un ouvrier occasionnel du domaine, finissait d'arroser l'intérieur de la maison avec de l'essence. Lucie supervisait depuis le seuil, avec une expression presque d'ennui, comme si elle assistait à une tâche ménagère de routine, et non à une tentative d'assassinat. « Tu es réveillée », dit-elle en me voyant ouvrir les yeux. « Tant mieux, comme ça tu pourras comprendre ce qui se passe quand on refuse d'être raisonnable. » Je me débattis contre mes liens, mais je ne réussis qu'à enfoncer le ruban adhésif plus profondément dans ma peau, laissant des marques rouges. J'essayais de crier à travers le bâillon, de supplier, de menacer, mais seuls des sons inintelligibles sortirent. « Ne te fatigue pas, » continua Lucie, s'approchant pour me regarder de près. « Personne ne peut t'entendre ici, et quand ils trouveront tes restes parmi les cendres, tout le monde dira quelle tragédie. La petite fille d'Antoine est morte dans un incendie. Ces vieilles maisons sont si dangereuses. » La rage me consumait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement la peur de mourir, c'était l'indignation face à leur cruauté, leur cupidité, leur mépris pour tout ce que grand-père avait construit. Comment pouvait-il être si impitoyable, si inhumain ? « Tout est prêt », annonça Pascal, en rangeant le bidon maintenant vide. « Qui l'allume ?» Mon oncle Michel sortit un briquet de sa poche. « Je le ferai, c'est ma responsabilité. » Sa voix sonnait étrangement solennelle, comme s'il accomplissait un acte de justice et non un crime atroce. « Attends, » intervint Alexandre, « on devrait la sortir d'ici. C'est une chose que ça ressemble à un accident. C'en est une autre qu'on la trouve attachée. Ça lèverait des soupçons immédiats. » Lucie secoua la tête. « On ne peut pas la détacher. Elle nous dénoncerait. Et on ne peut pas l'emmener avec nous non plus. C'est trop risqué. » « Alors, que suggères-tu » demanda Michel. « Détachez-la, mais laissez-la enfermée. Avec tout ce carburant, elle n'aura pas le temps de s'échapper. On aura l'impression qu'elle a essayé de sortir, mais que la fumée l'a vaincue. » Ils se regardèrent, évaluant l'idée. Finalement, mon oncle acquiesça. « Ça a du sens. Pascal, détache-la quand on sera dehors. Ensuite, ferme à clé et reviens en courant. » Ils sortirent tous sauf Pascal, qui attendit qu'il soit dehors pour s'approcher de moi. Il m'enleva d'abord le bâillon. « S'il te plaît, Pascal, » suppliai-je, dès que je pus parler. « Ne fais pas ça. Je te connais depuis que je suis enfant. Grand-père te faisait confiance. » Je vis le doute dans ses yeux. Pascal était un homme simple qui avait travaillé toute sa vie dans les champs. Il n'était pas comme mon oncle ou Lucie. Il n'avait pas cette méchanceté calculée. « Ils me paieront bien, » murmura-t-il, comme pour se justifier. « Et ils ont menacé ma famille si je ne les aidais pas. »« Tu es en train de devenir un assassin, » insistai-je. « Pourras-tu vivre avec ça ? Pourras-tu regarder tes enfants dans les yeux en sachant ce que tu as fait ?» Ses mains tremblaient, tandis qu'il coupait le ruban de mes chevilles. « Je suis désolée. »
Camille, vraiment désolée. Quand mes jambes furent libres, je me redressai comme je pus, les mains toujours liées. Détache-moi aussi les mains, Pascal. Si je dois mourir, laisse-moi au moins essayer de sauver quelques affaires de grand-père. S'il te plaît. Il hésita un instant de plus, regardant vers la porte comme s'il craignait le retour des autres. Finalement, il sortit un couteau et coupa les liens de mes poignets. « Tu dois rester ici, » dit-il d'une voix brisée. « S'il découvre que je t'ai aidé, je ne dirai rien, promis-je, en me frottant les poignets endoloris. Donne-moi juste 5 minutes avant de fermer la porte. » Il acquiesça et sortit, me laissant seule. Dès qu'il disparut, je courus au bureau de grand-père. Je n'avais pas l'intention de rester là pour mourir, mais j'avais besoin de quelque chose avant de m'échapper. Je fouillai frénétiquement dans les tiroirs du bureau jusqu'à trouver ce que je cherchais. Une petite clé rouillée. Je l'introduisis dans la serrure de la boîte métallique et l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient les cartouches du fusil. Je chargeai l'arme avec des mains tremblantes, maudissant chaque seconde qui passait. Je pris aussi le dossier où grand-père gardait tous les documents importants. Titre de propriété, ancien plan du domaine, et quelque chose que je me souvenais avoir vu des années auparavant. Des photos de famille. Des photos qui prouvaient qui nous étions, ce que cet endroit signifiait pour nous. J'entendis des pas dehors. Pascal revenait pour fermer la porte. Je me cachai derrière, le fusil prêt. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je n'allais pas non plus le laisser m'enfermer dans un piège mortel. Quand il entra, je le surpris par derrière et lui mis le canon du fusil dans le dos. « Ne bouge pas, Pascal. » Il se figea. « Camille, pour l'amour de Dieu. Donne-moi les clés de ta voiture, exigeai-je, et dis-moi où sont les autres. » Sur l'aire de battage, ils attendent que je sorte pour mettre le feu, répondit-il d'une voix tremblante. Ma voiture est derrière le hangar, là où ils ne peuvent pas la voir d'ici. Je pris les clés qu'il me tendit. Maintenant, tu vas entrer dans le placard du couloir et tu vas y rester, en silence. Si tu fais le moindre bruit, si tu essayes, de les avertir, je tire. Compris ? Il acquiesça, blanc comme un linge. Je l'enfermai dans le placard et bloquai la porte avec une chaise. Je n'avais pas l'intention de lui tirer dessus, mais il ne le savait pas. Je sortis par la porte arrière, celle qui donnait sur le potager, et contournai la maison en restant dans l'ombre. La lune s'était cachée derrière des nuages, ce qui me donnait un certain avantage. J'avançai accroupi entre les oliviers jusqu'à atteindre le hangar. Effectivement, la vieille Seat Ibiza de Pascal était là. J'introduisis la clé dans la serrure avec des mains tremblantes, priant pour qu'elle ne fasse pas de bruit. La porte s'ouvrit avec un léger déclic. Je me glissai sur le siège du conducteur et laissai le fusil et le dossier sur le siège passager. Avant de démarrer, je regardai vers l'aire de battage, l'espace ouvert devant le mât où l'on battait autrefois le blé. Ils étaient là tous les trois, éclairés par la lumière d'un briquet. Ils semblaient impatients. Je vis mon oncle regarder sa montre, Lucie gesticulait avec irritation. Il devait se demander pourquoi Pascal mettait tant de temps. Je devais agir maintenant. Je tournai la clé dans le contact et le moteur rugit. Instantanément, les 3 silhouettes se tournèrent vers le bruit. Je les vis crier quelque chose, commencer à courir vers moi. J'appuyai à fond sur l'accélérateur et la voiture démarra en trombe sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Dans le rétroviseur, je vis Alexandre courir après la voiture, mais je le semai bientôt. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je conduisis comme une folle sur le chemin rural, évitant les nids de poules et les pierres, avec les phares éclairant à peine quelques mètres devant. Si j'avais un accident ici, personne ne me trouverait avant le lendemain matin. Quand j'atteignis enfin la route goudronnée, je respirai un peu plus tranquillement, mais je ne ralentis pas. Je devais arriver au village, à la brigade de gendarmerie, avant qu'ils ne puissent me rattraper, ou pire encore, s'enfuir. Les rues du village étaient désertes à cette heure. Je me garai brusquement devant la petite brigade et entrai comme une tornade, le fusil et le dossier sous le bras. Le gendarme de service sursauta en me voyant dans cet état, décoiffé, du sang séché dans les cheveux, les poignets à vif à cause des liens. « J'ai besoin d'aide », dis-je d'une voix entrecoupée.
Ils ont essayé de me tuer. Ils vont incendier. Le mât de mon grand-père. Le gendarme, un jeune homme que je ne reconnus pas, se leva immédiatement. « Calmez-vous, madame. Qui a essayé de vous tuer ? Mon oncle Michel Fournier, sa belle-fille Lucie Martin et mon ex-petit ami Alexandre Fournier, répondis-je, les mots sortant en désordre. Et ils ont enfermé Pascal Lemaire dans un placard. S'il vous plaît, vous devez y aller tout de suite. » Pendant que le gendarme appelait ses collègues et demandait des renforts, je m'effondrais sur une chaise. L'adrénaline commençait à me quitter, laissant place à une fatigue infinie et une douleur lancinante à la tête. Mais, à travers le brouillard de l'épuisement, une pensée brûlait avec clarté. J'avais survécu. Je les avais vaincus. Et maintenant, ils allaient payer pour ce qu'ils avaient tenté de faire. Je passai la nuit à la gendarmerie. Le sergent, Durand, un homme d'âge mûr avec une moustache grisonnante et des yeux fatigués, prit ma déposition pendant qu'une gendarme soignait la blessure à ma tête. Je leur remis le fusil et leur montrai mes poignets lacérés par les liens comme preuve de ce qui s'était passé. Une patrouille partit immédiatement pour le mas, mais je savais qu'ils arriveraient trop tard. Mon oncle et les autres se seraient enfuis dès qu'ils auraient réalisé que je m'étais échappé. J'espérais seulement qu'ils avaient libéré Pascal du placard. « Avez-vous un endroit où rester cette nuit, mademoiselle ?» me demanda le sergent Durand après que j'eus terminé ma déposition. Je pensais à Mathieu, le voisin qui m'avait averti, mais il était trop tard pour me présenter chez lui. « Je peux aller dans une auberge, » répondis-je. « Il n'y a pas d'auberge ouverte à cette heure au village, » dit-il en secouant la tête. « Vous pouvez rester dans la salle de repos de la brigade. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un lit propre. » J'acceptai avec gratitude. J'étais si épuisée que j'aurais pu dormir sur des pierres. La gendarme me conduisit dans une petite pièce avec un lit simple, un lavabo et une minuscule fenêtre. Elle me laissa une serviette et une trousse de toilette de base. « Je vous apporterai quelque chose à manger, » dit-elle avant de sortir. Je m'affalais sur le lit sans même avoir la force de me déshabiller. Je fermais les yeux, mais chaque fois que je le faisais, je voyais les visages de mon oncle et de Lucie. J'entendais leur voix planifier ma mort. Comment en était-il arrivé là ? Qu'est-ce qui pouvait valoir assez cher pour vous transformer en assassin ? La gendarme revint avec un sandwich et un verre de lait chaud. Je mangeais machinalement, sans à peine sentir le goût de la nourriture. Quand j'eus fini, je me recouchai, et contre toute attente, je tombai dans un sommeil profond et sans rêve. Je fus réveillée par le bruit de l'activité dans la brigade. La lumière du soleil entrait par la petite fenêtre. Je regardai ma montre, 7h30 du matin. Je me lavai le visage et me coiffai comme je pus avec les doigts. Mon reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo me renvoya une image inquiétante. J'avais une coupure sur le front, maintenant couverte d'un pansement, et des cernes profonds qui me donnaient l'air malade. Je sortis dans le couloir et tombai sur le sergent Durand qui semblait ne pas avoir dormi de la nuit. « Bonjour, mademoiselle. J'ai des nouvelles, » me dit-il, m'invitant à m'asseoir dans son bureau. « La patrouille est allée au Maas hier soir. Ils ont trouvé Pascal Lemaire là où vous l'aviez dit, enfermé dans le placard. Il a corroboré votre version des faits. Et mon oncle, Alexandre, Lucie ? Aucune trace d'eux. Ils ont quitté la région, probablement dès qu'ils ont réalisé que vous vous étiez échappé. Nous avons lancé un avis de recherche, mais... » Il laissa la phrase en suspens, et je compris ce qu'il ne disait pas. Dans un grand pays, avec des frontières ouvertes vers la Belgique et la Suisse, il serait difficile de les retrouver s'ils voulaient vraiment disparaître. « Puis-je retourner au Mas ?» demandai-je. Le sergent acquiesça. « Un agent vous accompagnera. Je dois vous avertir que l'endroit est imprégné d'essence. Ce n'est pas habitable dans ces conditions. » 1 heure plus tard, je retournai au Mas dans une voiture de patrouille. L'odeur de carburant était perceptible de l'extérieur. L'agent qui m'accompagnait, un jeune homme nommé Martin, m'aida à ouvrir toutes les fenêtres pour aérer. Les taches d'essence formaient des flaques sombres sur le plancher en bois. « Vous devrez engager des professionnels pour nettoyer ça, » commenta Martin en fronçant le nez, « et changer une partie du sol. Le bois a absorbé le carburant. » J'acquiesçai, découragée. La restauration coûterait une fortune, de l'argent que je n'avais pas. Peut-être que je devrais vendre après tout,
mais pas à mon oncle, bien sûr. « Avez-vous besoin d'autre chose ?» demanda l'agent, clairement mal à l'aise avec l'odeur. « Non, merci. Je vais récupérer quelques affaires et retourner au village, chercher un hôtel. » Dès qu'il fut parti, je parcourus la maison en évaluant les dégâts. En plus de l'essence renversée, ils avaient saccagé quelques meubles dans leur rage. Un vase ancien que grand-père avait ramené de son voyage au Maroc était en 1000 morceaux sur le sol. Les photos de famille qui pendaient dans le couloir étaient arrachées du mur et piétinées. En ramassant les débris du cadre d'une photographie, je remarquai quelque chose d'étrange sur le mur. Là où la photo était accrochée auparavant, on voyait maintenant une petite irrégularité dans le plâtre. On aurait dit une porte dissimulée. Je me souvins alors de quelque chose que grand-père m'avait dit des années plus tôt, quand j'étais adolescente. « Camille, cette maison a plus de secrets que tu ne l'imagines. Si jamais tu as des problèmes, cherche derrière le portrait de grand-mère Rosalie. » À l'époque, j'avais pensé que c'était une de ces histoires pour me divertir, comme celle qu'il racontait sur des trésors cachés par les Sarrasins ou des passages secrets utilisés pendant la Résistance. Mais maintenant, en regardant cette irrégularité sur le mur, je n'étais plus si sûre. Le portrait de grand-mère Rosalie était précisément celui qu'ils avaient arraché de là. Je m'approchai et passai les doigts sur la surface du mur, cherchant un quelconque mécanisme. Rien. Je pressai à différents endroits, sans résultat. J'étais sur le point d'abandonner, quand je me souvins d'une autre chose que grand-père avait l'habitude de dire. Les choses importantes sont toujours à hauteur de cœur. Je portai ma main au centre du mur, à la hauteur de ma poitrine, et pressai fermement. À ma grande surprise, je sentis que quelque chose cédait et j'entendis un léger déclic. Une section du mur, d'environ 50 cm de large, se déplaça légèrement vers l'intérieur. Le cœur battant, je poussai la petite porte dissimulée. Elle s'ouvrit avec un grincement, révélant un espace sombre derrière. Je sortis mon téléphone et allumai la lampe de poche. Devant moi se trouvait une petite pièce, à peine un grand placard, avec des étagères remplies de boîtes métalliques, de documents et une vieille caméra vidéo. J'entrai avec précaution. L'espace sentait le renfermer, mais pas l'essence, ce qui signifiait que mon oncle et les autres n'avaient pas découvert cet endroit. Sur les étagères, je trouvais des dossiers méticuleusement étiquetés de l'écriture de grand-père, documents propriété, histoire familiale, plans originaux du mas. Mais ce qui attira mon attention fut un coffre-fort encastré dans le mur du fond. Il n'avait pas de cadran numérique, mais une serrure à clé. Je cherchais parmi les affaires de grand-père que j'avais dans ma poche et trouvai un petit porte-clés avec 3 clés minuscules. La deuxième s'inséra parfaitement dans la serrure. À l'intérieur du coffre, il y avait une enveloppe épaisse avec mon nom écrit dessus, un carnet en cuir usé et un sac en tissu qui, en l'ouvrant, révéla un tas de photographies anciennes. Je pris l'enveloppe et l'ouvris. Elle contenait une lettre manuscrite. « Ma chère Camille, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ma cachette, et probablement que je ne suis plus de ce monde. J'ai toujours su que ce serait toi qui hériterais du mas des amandiers, car tu es la seule à comprendre que cette terre ne se mesure pas en euros, mais en souvenirs et en vie. Ton oncle Michel me presse depuis des années de vendre. Il y a de puissants intérêts derrière, des promoteurs immobiliers avec des relations politiques qui veulent transformer tout cela en appartements touristiques. Je leur ai dit non tant de fois qu'ils sont passés des offres aux menaces. Je ne m'inquiète pas pour moi, mais je crains pour toi. C'est pourquoi j'ai rassemblé des preuves. La caméra que tu vois a enregistré plusieurs conversations au cours desquelles ils m'ont menacé. Les cassettes sont dans la boîte bleue. Il y a aussi des documents qui prouvent que le terrain vaut beaucoup plus que ce qu'ils t'offriront. Il y a une nappe phréatique sous cette terre, qui la rend particulièrement précieuse pour certains projets agricoles. Il y a plus, mais le plus important est que tu saches que je te fais confiance pour prendre la bonne décision. Le mas des amandiers peut être un fardeau ou une bénédiction, selon la façon dont tu le vois. Quel que soit ton choix, qu'il soit tien et non imposé par quiconque. Je t'aime, ton grand-père Antoine. Les larmes coulaient sur mes joues quand j'ai fini de lire. J'ai eu l'impression que grand-père était là avec moi, me guidant une fois de plus,
me protégeant même après sa mort. Je vérifiai le reste du contenu de la pièce secrète. Les cassettes vidéo montraient mon oncle, Alexandre et d'autres hommes que je ne connaissais pas, discutant vivement avec grand-père dans son bureau. Sur l'une d'elles, un homme en costume frappait la table en criant « Soit tu vends de gré, soit tu verras tout ça brûler, vieux têtu. » Grand-père, imperturbable, répondait « J'ai trop vécu pour avoir peur de petites frappes. Cette terre reste dans la famille. » Je trouvais également des rapports hydrogéologiques confirmant l'existence de la nappe phréatique, des estimations du terrain qui triplaient ce que mon oncle m'avait offert, et quelque chose d'encore plus précieux, une clé USB avec des copies numériques de tout, y compris des courriels échangés entre mon oncle et plusieurs entreprises de construction. Je rassemblais toutes les preuves dans un sac à dos que je trouvais accroché à un crochet. Au fond de la pièce secrète se trouvait une petite porte qui, en s'ouvrant, révélait un passage étroit. Je le suivis, accroupi, jusqu'à ce qu'il débouche à l'extérieur de la maison, dissimulé derrière des buissons de romarin. Une voie d'évasion dont, ironiquement, je n'avais pas eu besoin la nuit précédente. Je retournai à l'intérieur et fermai soigneusement la porte secrète, m'assurant qu'elle restait aussi bien dissimulée qu'avant. Puis j'appelai le sergent Durand. « J'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir, » lui dis-je. Des preuves que ce n'était pas un coup de colère, mais quelque chose de planifié depuis longtemps. Le sergent Durand et 2 autres agents arrivèrent au mas en moins d'1 heure. Je leur montrai la pièce secrète et toutes les preuves que j'avais trouvées. Leurs expressions passèrent du scepticisme initial à la surprise, puis à la détermination professionnelle à mesure qu'ils examinaient le matériel. « C'est beaucoup plus grave que ce que nous pensions, » dit Durand, après avoir vu l'une des vidéos où mon oncle et un homme identifié comme Ernest Montero, conseiller municipal à l'urbanisme, discutèrent des moyens de faire pression sur grand-père. Ce n'est pas seulement une tentative d'assassinat, il y a aussi de la corruption urbanistique impliquée. Je vais devoir transmettre cela à l'unité spécialisée dans les délits économiques. Je leur remis des copies de tout, gardant les originaux avec moi par précaution. Quand ils partirent, je me retrouvai de nouveau seul dans le mât, entouré de cette odeur pénétrante d'essence qui semblait s'être imprégnée jusque dans les murs. Je décidai que je ne pouvais pas y rester cette nuit-là. J'appelai Mathieu, le voisin qui m'avait averti, et lui racontai ce qui s'était passé. Il m'offrit immédiatement de m'héberger chez lui, jusqu'à ce que je puisse nettoyer le mas. « Tu es comme une petite fille pour moi, Camille, » me dit-il de sa voix rauque mais chaleureuse. Antoine et moi étions comme des frères, même si on se disputait parfois pour des bêtises. Ma maison est ta maison. Je passai la semaine suivante chez Mathieu et sa femme Françoise, une femme menue et énergique qui me nourrissait comme si j'étais en danger de dénutrition. De là, j'organisais le nettoyage du mas. Une entreprise spécialisée dans l'assainissement des déchets toxiques se chargea d'éliminer l'essence, d'arracher le plancher en bois contaminé et de désinfecter chaque recoin. Cela m'a coûté presque toutes mes économies, mais cela en valait la peine. Petit à petit, le mas des amandiers redevenait habitable. Je pris également contact avec un avocat recommandé par le sergent Durand, spécialisé dans les affaires de corruption urbanistique. Je lui remis des copies de toute la documentation et lui donnai procuration pour me représenter légalement. Je ne voulais pas seulement justice pour la tentative d'assassinat, je voulais aussi démasquer tout le réseau de corruption qui se cachait derrière. Pendant ce temps, aucune trace de mon oncle, d'Alexandre ou de Lucie. La gendarmerie les cherchait, mais ils semblaient s'être volatilisés. Mon avocat, maître Salvador Montblanc, pensait qu'il s'était enfui en Belgique, où Lucie avait de la famille. Un après-midi, près de 2 semaines après l'incident, j'étais au mas en train de superviser l'installation d'un nouveau. Seule en terre cuite quand Françoise arriva en courant, le visage décomposé par la peur. « Camille, Mathieu a vu la camionnette de ton oncle au village. Ils viennent par ici. » Je restais paralysée un instant, incapable de croire ce que j'entendais. Ils étaient revenus? Étaient-ils si stupides? Ou si arrogants au point de penser qu'ils pouvaient finir ce qu'ils avaient recommencé? Je renvoyai les ouvriers, qui partirent à contre-cœur, inquiets de me laisser seule. Dès qu'ils furent partis,
Je courus à la pièce secrète et sortis le fusil que j'y avais de nouveau rangé. Je le chargeai avec des mains tremblantes mais déterminées. Cette fois, je serai prête. J'appelai le sergent Durand, mais un agent me répondit que le sergent était en déplacement, s'occupant d'un accident sur la route. Il mettrait au moins 1 heure à revenir. « Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît, » suppliai-je. Mon oncle est de retour au village et je crois qu'il vient vers le mas. Nous enverrons une patrouille immédiatement, m'assura l'agent. En attendant, fermez portes et fenêtres et n'ouvrez à personne. Je suivis ses instructions, sécurisant chaque entrée. Ensuite, je me postai à la fenêtre du salon, d'où je pouvais voir l'entrée du chemin du mas. Le soleil commençait à se coucher, teintant le paysage d'un orange intense que j'aurais trouvé magnifique en d'autres circonstances. Je n'eus pas à attendre longtemps. À peine 20 minutes plus tard, je vis un nuage de poussière sur le chemin. Un véhicule approchait, mais ce n'était pas la camionnette bleue de mon oncle. C'était un 4x4 noir que je ne reconnus pas. Il s'arrêta devant la maison, et 3 hommes en descendirent. Avec horreur, j'en reconnus 2. Alexandre et un individu qui apparaissait sur les vidéos de grand-père, Ernest Montero, le conseiller corrompu. Le 3e était un inconnu, corpulent et avec l'air d'un homme de main professionnel. Je ne vis ni mon oncle ni Lucie. Où était-il? Était-ce une diversion pendant qu'ils entraient par l'arrière? Je regardais nerveusement vers la cuisine, craignant de voir des silhouettes s'y mouvoir. Les 3 hommes s'approchèrent de la porte principale. Alexandre, avec son arrogance habituelle, appela comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie. « Camille, ouvre s'il te plaît, on veut juste parler !» Je ne répondis pas. Je continuai à les observer, le fusil prêt mais caché derrière le rideau. « On sait que tu es là !» continua-t-il à crier. « On a vu ta voiture. Ouvre ou on défonce. La porte !» L'homme de main fit un pas en avant, comme pour montrer que la menace était sérieuse. Ernest Montero, cependant, semblait nerveux, regardant constamment vers le chemin comme s'il craignait que quelqu'un n'apparaisse. Je décidai de rompre mon silence. « Je suis armée et j'ai appelé la gendarmerie. J'ai toutes les preuves de ce que vous avez fait. Elles sont entre les mains d'un avocat et du parquet. Partez tout de suite. » Ma voix sonna plus ferme que je ne l'espérais. À l'intérieur, cependant, j'étais un paquet de nerfs. Où était la patrouille qu'on m'avait promise? Alexandre et Montero échangèrent des regards, mais l'homme de main se contenta de sourire avec mépris. Il sortit quelque chose de sa veste, un objet métallique que je reconnus comme un pistolet. « Dernière chance, Camille !» cria Alexandre. « Ouvre et signe les papiers qu'on apporte. On te laissera partir, je te le promets. Sinon... » Il laissa la phrase en suspens, mais le geste de l'homme de main avec le pistolet complétait le message. À ce moment, j'entendis un bruit à l'arrière de la maison. Quelqu'un essayait de forcer la porte de la cuisine. Mon oncle et Lucie, sans aucun doute. Ils m'encerclaient. La panique menaça de me paralyser, mais je pris une profonde inspiration et me forçai à réfléchir. La pièce secrète, le passage. C'était ma voie d'évasion. Mais avant, je devais gagner du temps. « J'ai besoin d'y réfléchir !» criai-je vers la porte principale. « Donnez-moi 5 minutes. »« 3 minutes, pas une de plus !» répondit Alexandre. Je me retirai de la fenêtre et courus silencieusement vers le couloir. Le bruit dans la cuisine continuait. Ils étaient sur le point de réussir à entrer. J'ouvris la porte secrète et y mis le fusil et mon sac à main. Juste au moment où j'allais entrer moi-même, j'entendis un vacarme. Ils avaient défoncé la porte arrière. « On est dedans !» cria la voix de mon oncle. « Dis-lui d'ouvrir la porte principale. » Je me glissai dans le passage et fermai la porte secrète, juste au moment où j'entendais des pas s'approcher dans le couloir. À travers la petite fente qui restait, je vis Lucie passer devant la cachette sans rien remarquer. « Elle n'est pas... »« À l'étage !» cria-t-elle. « Elle doit être cachée quelque part. » Je fermai complètement la porte et avançai à tâtons dans le passage étroit. L'obscurité était presque absolue, à peine rompue par la lumière de mon téléphone. J'arrivais
à la sortie extérieure et regardait prudemment entre les buissons. Les 3 hommes étaient à toujours devant la porte principale, maintenant plus impatients. L'homme de main pointait le pistolet vers la maison, prêt à tirer dès que quelqu'un apparaîtrait. Je devais m'éloigner sans qu'il me voie. Je rampais à travers la végétation, utilisant les oliviers comme couverture. Chaque craquement de branches sous mon poids me faisait retenir ma respiration, craignant d'être découverte. J'avais avancé d'une 50aine de mètres quand j'entendis un cri furieux provenant de la maison. Il devait avoir fouillé toutes les pièces et découvert que je n'y étais pas. La chasse allait commencer à tout moment. J'accélérai le pas, courant presque entre les oliviers, vers la lisière de la propriété. Si je parvenais à atteindre le chemin vicinal, je pourrais courir jusqu'à la maison de Mathieu, ou, avec de la chance, rencontrer la patrouille de la gendarmerie en route. Le soleil était déjà couché, laissant place à un crépuscule qui se transformait rapidement en nuit. L'obscurité était mon allié, mais rendait aussi plus difficile d'avancer sans trébucher. C'est alors que j'entendis le moteur du 4x4. Il montait dans le véhicule, probablement pour parcourir le domaine à ma recherche. Je me jetai au sol et me cachai derrière le tronc d'un olivier centenaire. Les phares du 4x4 balayèrent le terrain à une 30aine de mètres de là où j'étais. Ils se déplaçaient lentement, éclairant chaque recoin. Quand le véhicule s'éloigna suffisamment, je me relevai et continuai ma fuite. J'avais parcouru une 100aine de mètres de plus quand j'entendis un autre moteur. Un deuxième véhicule? Non. Celui-ci sonnait différemment, plus léger, comme une moto. Je m'arrêtai et écoutai attentivement. Le bruit venait de la route principale, pas de la direction du mas. Et il se rapprochait rapidement. Ça pourrait être la gendarmerie, mais ça pourrait aussi être un autre complice de mon oncle. Je m'accroupis entre des buissons et attendis. La moto arriva jusqu'à l'entrée du mas et s'arrêta. À la faible lumière, je distinguai la silhouette du conducteur. Un jeune homme avec un casque intégral. Il enleva son casque et je reconnus Pascal, l'ouvrier qui m'avait détaché la nuit de l'incendie. « Camille !» appela-t-il à voix basse mais audible. « Camille, c'est Pascal. La gendarmerie est en route. » J'hésitais. Pouvais-je lui faire confiance? La dernière fois, il m'avait aidé, mais il avait aussi collaboré initialement avec mon oncle. Et si maintenant on l'utilisait comme appât? Je décidai de prendre le risque. S'il avait voulu me livrer, il aurait simplement informé les autres, de ma cachette dans le passage, qu'il connaissait. « Pascal !» murmurai-je, sortant prudemment de ma cachette. « Je suis ici !» Il se tourna vers moi et courut dans ma direction. Dieu merci, quand j'ai vu leurs voitures au village, j'ai su qu'ils viendraient ici. J'ai essayé de prévenir, mais je n'avais pas ton numéro. « As-tu vu la gendarmerie ?» demandai-je anxieuse. « Oui, ils sont à environ 10 minutes. Je les ai croisés sur la route. Viens, je t'emmène sur la moto. » Nous dirigions vers l'endroit où il avait laissé la moto quand les phares du 4x4 nous illuminèrent soudainement. Un cri de triomphe parvint jusqu'à nous. « Elle est là! Avec Pascal le traître !» Le véhicule accéléra dans notre direction, écrasant des buissons et de jeunes oliviers. Pas le temps d'atteindre la moto. Pascal me poussa sur le côté. « Cours vers le ravin, je vais les distraire. » Je ne voulais pas le laisser seul, mais je n'avais pas non plus le choix. Je courus entre les oliviers, pendant que Pascal se dirigeait, dans la direction opposée, attirant le 4x4. J'entendis le rugissement du moteur le suivre, puis un cri. Je m'arrêtai et regardai en arrière, juste à temps pour voir le véhicule atteindre Pascal, le projetant en l'air. « Non !» criai-je, oubliant toute prudence. Le 4x4 freina brusquement et fit demi-tour. Maintenant, il venait pour moi. Je repris ma course désespérée, mais je savais que je ne pourrais pas les battre en vitesse. Le ravin était proche, à une 50aine de mètres. Si je parvenais à l'atteindre, je pourrais descendre la pente jusqu'au ruisseau, où le véhicule ne pourrait pas me suivre. Les phares m'atteignirent, m'aveuglant momentanément. Je trébuchai sur une racine et tombai au sol. Le 4x4 freina à quelques mètres, soulevant un nuage de poussière. Alexandre sauta du véhicule et s'avança vers moi avec une expression que je ne lui avais jamais vue, de la haine pure.
Le jeu est terminé, Camille, dit-il, sortant un couteau de sa poche. Tu as causé trop de problèmes. Je me remis sur pied, me préparant à courir ou à me battre, quoi que ce soit de nécessaire. Soudain, l'air fut rempli par le son des sirènes. Des gyrophares bleus et rouges clignotaient au loin, s'approchant rapidement par le chemin. L'expression d'Alexandre passa de la haine à la peur. Il regarda vers les lumières, puis de nouveau vers moi, comme pour calculer s'il aurait le temps de m'achever avant de fuir. Ernest Montero, qui était resté dans le véhicule, cria « Laisse-la et partons. Il est déjà trop tard. » Alexandre hésita une seconde de plus, le couteau levé. Puis il cracha à mes pieds et retourna en courant au 4x4. Le véhicule démarra, avec un crissement de pneus, et s'éloigna à travers champs, dans la direction opposée aux sirènes. Je courus vers l'endroit où Pascal était tombé. Je le trouvais étendu sur le sol, respirant difficilement mais vivant. « La gendarmerie, » murmura-t-il. « Ils sont venus, finalement. »« Tiens bon, Pascal, » lui dis-je en prenant sa main. « Ils arrivent. Tu vas t'en sortir. » Mais dans ses yeux, je vis que nous savions tous les deux que c'était un pieux mensonge. Le choc avait été trop violent. Quand les premiers agents arrivèrent jusqu'à nous, Pascal avait perdu connaissance. La dernière chose qu'il m'a dite avant de s'évanouir fut « Désolé de les avoir aidés, cette nuit-là. » Les lumières. Des sirènes illuminaient le champ d'oliviers, comme une étrange discothèque rurale. Les agents bouclèrent la zone et appelèrent une ambulance. D'autres partirent à la poursuite du 4x4, même si je savais qu'ils trouveraient le véhicule abandonné. Ils étaient trop malins pour se laisser attraper si facilement. Le sergent Durand me couvrit d'une couverture de survie pendant que nous attendions l'ambulance. J'étais en état de choc, incapable d'assimiler tout ce qui s'était passé. « On les attrapera », m'assura-t-il. « Ce n'est plus une affaire locale. Le parquet anticorruption s'est intéressé au cas après avoir vu les preuves que vous avez fournies. Il y a trop de gens importants impliqués pour qu'ils laissent passer ça. » J'acquiesçais, mais mon esprit était avec Pascal, luttant pour sa vie à quelques mètres et avec grand-père Antoine, qui semblait nous surveiller depuis les oliviers centenaires qu'il avait tant aimés. Pascal a survécu cette nuit-là, bien que les médecins n'aient pas été optimistes au début. 3 côtes cassées, un poumon perforé, le bassin fracturé et une hémorragie interne qui a nécessité 2 opérations d'urgence. Il a passé 2 semaines en soins intensifs à l'hôpital départemental, et j'ai moi-même fait une crise d'angoisse aux urgences pendant cette période. Les jours qui ont suivi l'attaque furent un flou de déposition, de paperasse et de peur constante. Je logeais chez Mathieu et Françoise, qui me traitaient comme leur fille, insistant pour que je ne reste pas seule. La gendarmerie a mis en place une surveillance à leur maison et au mât, au cas où mon oncle et les autres décideraient de revenir, bien que nous sachions tous que ce serait un acte d'une stupidité suprême de leur part. Une semaine plus tard, la nouvelle est tombée. Ils avaient arrêté Ernest Montero alors qu'il tentait de prendre un ferry pour le Maroc depuis Marseille. Il portait de faux papiers et une somme considérable d'argent en espèces. Sous la pression de l'arrestation et face aux preuves accablantes, il n'a pas tardé à s'effondrer et à commencer à impliquer d'autres personnes pour réduire sa propre peine. C'est comme tirer sur un fil et défaire tout un pull, m'expliqua Maître Montblanc, mon avocat, lors d'une de nos réunions. Montero a donné des noms de politiciens, d'hommes d'affaires, même un juge qui était impliqué dans le complot. Votre grand-père avait raison. Derrière l'obsession de votre oncle pour obtenir le mas des amandiers, il y avait tout un réseau de corruption urbanistique. L'affaire était devenue médiatique. Les journaux nationaux publiaient des articles sur l'affaire de l'Oliveraie et quelques journalistes locaux ont essayé de m'interviewer sans succès. Je voulais juste que tout se termine, qu'on attrape les coupables et que je puisse continuer ma vie. Mon oncle Michel et Lucie ont été arrêtés 3 semaines plus tard à Bruxelles, où ils se cachaient chez de lointains parents. Alexandre a réussi à aller plus loin, jusqu'au Maroc, mais Interpol a émis un mandat d'arrêt international qui a porté ses fruits. Il a été arrêté à Casablanca alors qu'il tentait d'obtenir de faux papiers pour se rendre en Tunisie.
Les extraditions ont pris du temps, mais finalement, ils se sont tous retrouvés sur le banc des accusés. Le procès a été long et douloureux. J'ai dû témoigner, revivre cette nuit-là, écouter leurs avocats tenter de dépeindre mon oncle et les autres comme des victimes des circonstances, des gens normaux poussés à des actes désespérés par des pressions économiques. Mais les preuves étaient irréfutables. Les vidéos de grand-père, les documents, le témoignage de Pascal, qui a déposé depuis un fauteuil roulant, tout confirmait la préméditation, la malveillance, le mépris de la vie humaine au nom du profit. L'accusé Michel Fournier a fait preuve d'un mépris absolu, non seulement pour la loi, mais aussi pour les liens familiaux les plus élémentaires, en conspirant pour causer la mort de sa propre nièce pour des motifs d'avarice, a déclaré le juge dans son verdict final. Ce tribunal ne peut faire preuve de clémence face à un tel comportement. Mon oncle a été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'assassinat, complot, dégradation de biens et appartenance à une organisation criminelle. Lucie a écopé de 12 ans, Alexandre de 10 et Ernest Montero de 8, sa peine étant réduite pour sa collaboration. L'homme de main, identifié comme un ancien légionnaire avec un casier judiciaire pour agression, a reçu 6 ans pour sa participation à la seconde attaque. L'affaire a mis à jour un réseau de corruption qui a éclaboussé la moitié de la mairie et plusieurs entreprises de construction. Leur plan incluait non seulement de transformer le mas des Amandiers en appartements touristiques, mais aussi de détourner la nappe phréatique pour alimenter un terrain de golf qu'ils prévoyaient de construire sur des terrains adjacents, laissant les petits agriculteurs de la région sans eau. Tout un tissu de cupidité et d'abus de pouvoir que mon grand-père, avec son entêtement et sa ruse, avait réussi à documenter et à contrecarrer depuis sa tombe. Quand tout fut terminé, quand les tribunaux eurent rendu leur sentence et que les coupables furent en prison, je me retrouvais de nouveau seule au mât, assise sur la terrasse où grand-père avait l'habitude de prendre le frais les après-midi d'été. Près d'1 an s'était écoulé depuis que j'avais hérité de la propriété, et cela semblait une vie entière. Le mas était rénové maintenant. J'avais utilisé une partie de l'argent des dommages et intérêts accordés par le tribunal pour le restaurer complètement. Nouveau sol, installation électrique mise à jour, salle de bain refaite, mais en gardant l'essence et le caractère qu'il avait toujours eu. Les cicatrices de ce qui s'était passé demeuraient, mais elles ne définissaient plus le lieu. Pascal se remettait lentement. Il ne remarcherait jamais sans une légère claudication. Mais les médecins disaient qu'il avait eu de la chance. Il venait 2 fois par semaine m'aider pour les tâches les plus légères, plus comme une thérapie qu'un vrai travail. Son témoignage avait été crucial au procès, et je savais qu'il se sentait coupable de sa participation initiale au plan de mon oncle. Je les ai aidés parce qu'ils ont menacé ma famille, m'a-t-il avoué un jour, alors que nous taillions des rosiers, et parce que j'ai toujours eu peur d'eux. Ton oncle n'était pas un homme que tu voulais contredire. L'important, c'est qu'au final, tu as fait ce qu'il fallait, lui ai-je répondu. Tu m'as sauvé la vie, 2 fois. J'avais demandé un congé sans solde à l'hôpital de Lyon. Au départ, je pensais que ce serait temporaire, juste le temps de vendre le mas et de clore ce chapitre de ma vie. Mais au fil des jours, je me sentais de plus en plus réticente à partir. Chaque matin, je me réveillais avec le chant des oiseaux et l'odeur de romarin qui entrait par la fenêtre. Je prenais mon petit déjeuner dans la cour, en regardant la lumière du soleil se filtrer à travers les feuilles de la treille, créant des motifs changeants sur le sol en terre cuite. Parfois, je marchais parmi les oliviers, touchant leurs troncs noueux, pensant à toutes les générations de ma famille qui avaient fait la même chose avant moi. Un jour, en examinant des documents dans le bureau de grand-père, je trouvais un dossier que je n'avais pas vu auparavant. Il contenait un projet détaillé pour transformer une partie du mas en un petit moulin à huile artisanale, produisant une huile biologique de première qualité. Grand-père avait étudié le sujet à fond. Machines nécessaires, certification, canaux de distribution. Il avait même conçu une étiquette avec le nom « Huile les Amandiers », tradition depuis 1896. J'ai eu l'impression qu'il m'envoyait un message, me montrant un chemin à suivre. Je n'avais pas à choisir entre ma vie à Lyon et l'héritage familial. Je pouvais créer quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui honorerait la tradition, tout en regardant vers l'avenir. J'ai commencé à faire des recherches,
à faire des calculs, à parler à d'autres producteurs locaux. J'ai découvert qu'il y avait un marché croissant pour les huiles haut de gamme, surtout à l'étranger. Avec l'aide de Mathieu, qui connaissait les oliviers mieux que personne, j'ai élaboré un plan d'affaires. Ce serait difficile. Cela demanderait de l'investissement et de l'apprentissage, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. 6 mois plus tard, nous avons inauguré le petit moulin à huile. Il était modeste comparé aux coopératives, industrielles de la région, mais c'était précisément notre avantage. Nous pouvions contrôler tout le processus, du soin de chaque olivier à la mise en bouteille finale. Notre premier lot était petit, à peine 500 bouteilles, mais la qualité était exceptionnelle. J'ai embauché 2 jeunes du village qui cherchaient des alternatives au travail saisonnier dans la construction ou le tourisme. J'ai également offert à Pascal le poste de régisseur, profitant de sa connaissance du terrain et des arbres. Sa rééducation progressait mieux que prévu, et le travail en plein air semblait lui faire du bien. La première huile des amandiers est arrivée dans des épiceries fines de Paris et de Lyon. Un magazine spécialisé l'a mentionné parmi les 10 meilleures nouvelles huiles de la saison. Les commandes ont commencé à arriver, et même une proposition d'exportation à petite échelle. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des nuits où je me réveillais en sueur, me demandant si j'avais commis une erreur en abandonnant ma carrière d'infirmière pour un rêve incertain. La première année, nous avons à peine couvert nos frais, et j'ai dû ajuster le budget jusqu'au dernier centime. Mais quelque chose en moi savait que j'étais sur la bonne voie. Au 2e anniversaire de la mort de grand-père, j'ai planté un nouvel olivier en sa mémoire, à côté de la terrasse, où il avait l'habitude de s'asseoir. C'était un jeune arbre, d'à peine 1 mètre de haut. Mais il grandirait fort avec les années, comme tout ce qui est planté avec amour et soigné avec constance. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel d'orange et de pourpre, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Le mât, qui fut autrefois le théâtre de la cupidité et de la violence, était redevenu un lieu de vie et de croissance. J'avais découvert que le véritable héritage de grand-père n'était pas les oliviers, ni la terre, ni même le mas. C'était la capacité de résister, de s'adapter, de trouver la beauté même après la tempête. C'était la connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui était là avant notre naissance et qui continuerait après notre départ. Mon portable sonna, me tirant de mes pensées. C'était Maître Montblanc, mon avocat, maintenant aussi un ami. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-il sans préambule. « Ils viennent de rejeter le 3e pourvoi en cassation de ton oncle. La peine est définitive. Il la purgera entièrement. »« Merci de m'avoir prévenu, » répondis-je, sentant un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas de la joie pour la souffrance d'autrui, ni même un désir de vengeance. C'était simplement la satisfaction de savoir que la justice, lente, mais sûre, avait fait son travail. « Comment vont les affaires ?» demanda Salvador, changeant de sujet. « Ça grandit petit à petit. Cette année, nous allons augmenter la production et nous expérimentons de nouvelles variétés. Tu devrais venir nous voir bientôt, la maison. » Damy est terminé. Je le ferai, promis. Et Camille, ton grand-père serait fier. Quand j'ai raccroché, je suis restée un peu plus longtemps sur la terrasse, à regarder les premières étoiles apparaître dans le ciel. Au loin, le chien de Mathieu aboyait joyeusement, poursuivant probablement un lapin. La vie suivait son cours, comme elle l'avait toujours fait sur ces terres. J'entrai dans la maison et allumai les lumières. Sur le mur du salon, où pendaient autrefois les photos de famille qui furent y détruites, il y avait maintenant une nouvelle galerie. Des photos de grand-père, de mes parents, de moi petite, et aussi des photos nouvelles. L'inauguration du moulin, la première récolte, toute l'équipe trinquant avec la première huile produite. Au-dessus de la cheminée, à une place d'honneur, se trouvait le portrait de grand-mère Rosalie, restauré par un artisan du village. Il ne cachait plus de porte secrète. Cette fonction n'était plus nécessaire. Maintenant, c'était simplement ce qu'il aurait toujours dû être, un souvenir de ceux qui nous ont précédés, une connexion avec nos racines. La porte secrète était toujours là, bien sûr, mais ce n'était plus une cachette.
Je l'avais transformée en entrée d'une petite cave où je gardais les meilleures bouteilles d'huile de chaque récolte, comme d'autres gardent des vins millésimés. Un jour, peut-être dans de nombreuses années, quelqu'un les trouvera et comprendra l'histoire qu'elles racontent. Une histoire de trahison et de cupidité, oui, mais aussi de résistance et de renouveau. Dans la cuisine, sur la table en bois, qui avait appartenu à des générations de ma famille, un petit bocal en verre contenait des olives en saumure, préparées selon la recette de grand-père. Je les avais cueillies moi-même. Je les avais fait saumurer pendant des semaines, en suivant chaque étape telle qu'il me l'avait enseignée pendant ces étés de mon enfance. J'en pris une et la savourai lentement. Elle était parfaite, ferme, mais tendre, avec cette touche amère qui donne du caractère, ce goût que seules les choses faites avec du temps et du dévouement possèdent. Telle était la vie au mât des amandiers maintenant. Pas toujours facile, pas toujours douce, mais authentique, réelle, la mienne. Un héritage que j'avais défendu contre vent et marée et qui maintenant s'épanouissait sous mes mains, comme les oliviers après la taille. Plus forts, plus vitaux, renouvelés. Le mas n'était plus un champ de bataille, mais un foyer. Mon foyer. Et tant qu'il y aurait des oliviers poussant sous le soleil de Provence, tant qu'il resterait une seule personne qui comprendrait la valeur de ces terres au-delà de leur prix sur le marché, l'histoire du mas des amandiers continuerait. Car certaines racines sont trop profondes pour être arrachées, certaines traditions trop précieuses pour être oubliées, certains lieux trop sacrés pour être détruits par la cupidité. Grand-père le savait. Je l'avais appris de la manière la plus dure. Et maintenant, en regardant par la fenêtre les oliviers argentés sous la lumière de la lune, je ressentais une certitude absolue. J'avais pris la bonne décision. J'étais exactement là où je devais être.